Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous quelques morceaux d'épreuves de concours et donc j'ai décidé d'attaquer un petit peu l'épreuve de Polytechnique en filière PSI de 2024. Donc voilà, c'était une épreuve qui parlait des différentes expériences de physique à bord de la station internationale et donc vous aurez le sujet dans le lien de la description. Donc n'hésitez pas, vous aurez le lien du sujet dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à essayer de faire le sujet par vous-même avant de suivre la correction. Et donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à la toute première partie, qui est une question, les deux premières questions, qui sont des questions d'électrostatique. Donc, ça permet de réviser un petit peu l'électrostatique avant de regarder la partie mécanique des forces centrales. Donc, on nous parle du mouvement d'une goutte d'eau autour d'une aiguille. Donc, on nous explique qu'on a une aiguille supposée infiniment fine, avec une densité linéique de charge lambda négatif. Donc, ça, ce sera important pour la suite, le fait que lambda soit négatif. Considérée constante et uniforme. Et dans le même temps, on nous dit qu'on a une goutte d'eau de masse petit m de rayon R égale 2 mm à laquelle on donne une charge positive. Et on constate que la goutte se met en orbite autour de l'aiguille, un petit peu comme un satellite autour de la Terre. Et donc on va regarder un petit peu dans un premier temps le champ électrostatique créé par l'aiguille. Donc on nous dit de se placer en coordonnées cylindriques. Donc on va représenter déjà l'aiguille ici comme elle est sur l'image. Donc ça, c'est l'aiguille avec sa densité linéique de charge lambda négatif. Et on me dit de prendre un axe OZ confondu avec l'axe de l'aiguille. Donc je viens dessiner mon axe OZ des cylindriques le long de l'aiguille. Donc le point O, je peux le prendre arbitrairement où je veux. Et puis, ici, je vais prendre un point M quelconque de l'espace, sur lequel je vais pouvoir dessiner la base locale. Donc ER ici, là je suis en vue de dessus, entre guillemets. EZ du coup qui est le long de l'axe de l'aiguille. Et pour avoir une base directe, il nous faut donc que Eθ soit rentrant dans ma feuille. Donc voilà une vue en coupe de la situation avec les coordonnées cylindriques. Et donc on me demande, en assimilant l'aiguille à un fil infini, d'établir l'expression du champ électrostatique créé par l'aiguille. Donc évidemment, je pense que vous avez tous l'idée d'appliquer le théorème de Gauss. Donc on va rappeler le théorème de Gauss de l'électrostatique, qui est l'équivalent intégral de la loi de Maxwell-Gauss. Et donc les théorèmes de Gauss nous disent que le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Et donc on va commencer par faire une étude des symétries et invariances de la distribution de charge pour en déduire les symétries et les invariances du champ électrostatique. Une fois que ça se sera fait, on choisira une surface de Gauss et on appliquera notre théorème de Gauss. Donc, étude des symétries et invariances de la distribution de charge, c'est-à-dire de l'aiguille. Donc déjà, on va regarder les invariances. Donc on me dit que l'aiguille est infinie. Donc le fait que l'aiguille soit infinie, on a une invariance par translation d'axe OZ, par translation de vecteur EZ, ici, par toute translation de vecteur EZ sur l'aiguille. Et puis, on a évidemment une invariance par rotation, par toute rotation d'angle θ. Et donc la conséquence, c'est que la norme de E ne va dépendre, dans ses dépendances Rθz, ne va dépendre ni de θ, ni de Z. Ensuite, on va regarder les symétries. Ici, on voit que le plan MEREθ, comme le fil est infini, comme l'aiguille est infinie, on a que le plan MEREθ est un plan de symétrie de la distribution de charge. Donc le plan MEREθ, c'est celui qui vient couper l'aiguille dans cette direction-là. Et ensuite, on a le plan de ma feuille, qui contient l'aiguille, qui est aussi un plan de symétrie, qui est MEREZ. Puisqu'il contient la distribution de charge.
Donc on a trouvé deux plans de symétrie et on sait que par principe de Curie, E appartient à l'intersection de π1 et π2. Si j'appelle π1 et π2, c'est ces plans. Pardon. Donc dans ces questions que tout le monde sait faire, attention à la rédaction. C'est ça qui peut faire un petit peu la différence. Donc on en déduit que E est finalement égal à un ER de R selon ER, puisque le seul vecteur commun ici dans ces plans, c'est ER. Et donc j'ai trouvé ici l'expression du champ électrostatique. Et maintenant je vais choisir ma surface de Gauss. Et donc ma surface de Gauss, ça va être ici un cylindre de rayon du coup petit r égale à OM. Le but c'est quand même qu'il passe par le point M et de hauteur grand H quelconque et d'axe Z évidemment. Donc je vais reprendre ici ma distribution de charge. Voilà. Et je vais venir dessiner dessus. Bon, j'ai plus besoin de ce mot aiguille, je peux l'enlever, le plan. Et donc je vais venir dessiner un cylindre. Hop, hop. De hauteur petit h. Passant par le point M. Voilà. Et donc j'applique le théorème de Gauss sur ce cylindre. Ce cylindre il est de hauteur h. Encore une fois, l'aiguille est infinie, hein, donc je n'ai pas de problème d'effet de bord dans ce sujet. Et donc on a que le flux de E scalaire ds sur ma surface de Gauss se décompose ici en trois intégrales. L'intégrale sur la surface 1 de E de M1 entre guillemets scalaire ds1, plus l'intégrale sur la surface 2 de E de M2 scalaire ds2, plus l'intégrale sur la surface latérale de E de M scalaire ds latéral. Donc ce que j'ai appelé la surface 1 et surface 2, ce sont entre guillemets les couvercles de mon cylindre de Gauss. Donc ça, ce sera par exemple la surface 1. Et ça, la surface 2. Attention, c'est une surface fermée dans le théorème de Gauss, donc vous êtes obligé de fermer votre surface. Donc ça, c'est la surface 1. Donc je peux prendre un point M1 appartenant à cette surface 1, et le ds, par définition du théorème de Gauss, doit être pris sortant. Et ensuite, je peux prendre un point M2 ici, avec un ds2 sortant de cette manière-là, sauf que le champ E, on a établi par symétrie et invariance qu'il était porté par ER. Donc ici, le E de M1 va être forcément porté par ER, et le E de M2 va être porté par ER. Et enfin, il me reste le ds latéral au niveau de la surface latérale, qui lui aussi est pris sortant. Donc au vu de ces considérations géométriques, on a les deux premières intégrales qui sont nulles, puisque E est orthogonale à ds sur ces surfaces, et donc il nous reste uniquement l'intégrale sur le couvercle, sur le contour, pardon, sur la surface latérale. Donc E de M, on a dit que c'était un ER de R, ds radial tout simplement, et un ds radial en coordonnées cylindriques, c'est tout simplement un R dθ dz. Et donc, comme j'intègre selon θ et z, ER et R sont des constantes de θ et z, je peux les sortir de l'intégrale et je retrouve le résultat classique qui est ER de R fois 2πr fois la hauteur. Donc ça, c'est pour le flux. Et ensuite, la charge intérieure. Ben ici, la charge intérieure, c'est la charge intérieure au cylindre. Où sont cachées les charges? Elles sont cachées sur le fil de hauteur h. Donc là, c'est là où on a les charges. Donc la charge intérieure, c'est tout simplement, comme la densité est uniforme, c'est l'intégrale sur la hauteur du cylindre, entre guillemets, de lambda dz. C'est donc égal sur, je sais pas moi, sur h, je ne sais pas trop comment l'écrire, l'intégrale de 0 à h de lambda dz, et donc ça fait tout simplement lambda h. Et donc le théorème de Gauss
me donne que ER fois 2pi RH est égal à lambda H sur epsilon 0. N'oubliez pas de diviser par epsilon 0. Et donc on en déduit la valeur du champ radial. ER de R est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 R. Ou alors en version vectorielle, ER est égal, est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 R ER. Attention, encore une fois, lambda est négatif. On en aura besoin ça dans la suite. Parfait. Donc voilà pour la première question. Alors j'ai pris évidemment mon temps pour faire une rédaction propre. Vous pouvez aller un petit peu plus vite si vous vous sentez efficace sur ce type de questions, notamment sur le calcul du flux de E. Mais pensez bien à indiquer les 3 surfaces. On attend de la rigueur, surtout dans les premières questions du sujet. C'est là que le jury se fait une idée de votre copie. Donc n'hésitez pas à vraiment être très rigoureux sur les premières questions. Et donc on me demande d'en déduire à une constante additive près le potentiel électrostatique. Donc là on a un résultat d'électrostatique que j'espère vous connaissez tous, qui est que E égale moins grade de V. Donc on m'a rappelé l'expression du gradient dans l'énoncé en coordonnées cylindriques. Ça, c'est pas à connaître par cœur en cylindrique, c'est à connaître par cœur uniquement en coordonnées cartésiennes. Et donc j'en déduis que E de R, qui ne dépend que de R d'ailleurs, selon ER, est égal à moins grade de V, donc moins dV sur dr ER, moins 1 sur R, dV sur dθ Eθ, moins 1, moins dV sur dz, Ez. Le fait d'avoir un champ qui dépend que de R nous donne directement que dV sur dθ égale 0, que dV sur dz égale à 0, et donc que V ne dépend que de R. Et il suit par là que E de R est égal à moins dV sur dr, donc que lambda sur 2pi epsilon 0 R est égal à moins dV sur dr. Je peux mettre des dérivées droites maintenant, dans la mesure où le potentiel ne dépend que de R. Et puis on intègre, on obtient que V de R est égal à, le moins je peux le mettre de ce côté-là, j'intègre moins 1 sur R, donc ça fait du moins ln de R, donc ça fait moins lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R, plus une constante d'intégration, ici. Voilà, qu'on pourrait déterminer en R0 par exemple. C'est pas indispensable. On ne me donne pas d'origine des potentiels. Donc là, c'est un peu difficile de choisir, mais on pourrait faire apparaître R0, un rayon critique, pour déterminer une constante. Exemple, V égale V0 pour R égale R0. On obtiendrait que V0 égale moins lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R0 plus la constante, ce qui me donnerait que la constante est égale à V0 plus lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R0. Et donc ça me donnerait que le potentiel, quel que soit R, est égal à V0 plus lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R0 sur R. Voilà ce que j'obtiendrai pour le potentiel, toujours à une constante additive près. Donc voilà pour la correction de la première partie de ce sujet, les 2 questions d'électrostatique. Et donc dans la suite, je vais m'attaquer maintenant à la partie force centrale, qui est très intéressante dans ce sujet, sur laquelle on va se baser sur cette énergie, sur ce potentiel électrostatique pour déterminer l'énergie potentielle effective. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.